Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur votre plateforme digitale d'information générale Mali Online. Diffusant de Bamako vers le monde entier, de monde entier vers Bamako. Avec nous sur ce plateau, Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaine. Ce n'est pas une première, mais c'est encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Bonjour et bienvenue, Kémi Séba. Bonjour à toi, cher frère. Alors, Kémi Séba, on se retrouve encore une fois de plus sur ce plateau avec un regard sur l'Afrique en général, mais sur le Mali en particulier, puisque vous êtes de passage à Bamako. Comment voyez-vous l'état des lieux, la transition au Mali? L'état des lieux, si je devais répondre en quelques minutes ou quelques secondes, je dirais simplement qu'on est face au démarrage d'un processus de transformation sociétale, de résistance politique face à un projet de domination, d'expansion de l'oligarchie occidentale, avec ses réussites et ses moins grandes réussites évidemment, mais il y a une volonté de dépassement, une volonté de revalorisation de notre population. Je dis notre parce que nous nous incluons dedans. Je me sens malien comme Fanon se sentait algérien, au sens que le processus révolutionnaire entamé par les autorités maliennes, c'est un processus révolutionnaire qui touche les Africains du continent, de la diaspora de manière générale. Le Mali fait face à de très grands adversaires, de très grandes tentatives de déstabilisation, de très grandes tentatives de division, mais le Mali, pour l'instant, par la grâce du Tout-Puissant, tient bon. Et je pense que c'est l'union, on aura sans doute l'occasion de parler d'un certain nombre de sujets, mais c'est l'union de toutes les forces vives du Mali et des panafricanistes qui permettra justement à ce pays de tenir bon. Donc j'ai foi, j'ai confiance. Il y a des difficultés, tout ne peut pas être réussi d'un seul coup. Il faut quand même savoir que ce pays a été désarmé pendant des années de manière stratégique, de manière systématique, pour permettre à ceux qui étaient en réalité les pompiers pyromanes de se présenter comme la seule alternative de défense. Les forces maliennes, les FAMA, ont décidé de prendre leurs responsabilités, de changer le curseur de leur alliance géostratégique et surtout de prendre leurs responsabilités en tant que forces militaires qui agissent sur le terrain. Je pense qu'il y a du positif, plus de positif que de négatif. Alors, ce négationnisme n'a-t-il pas amené une saturation si on voit également que à ce niveau, les choses tardent à bouger? Quand vous dites négationnisme, je n'ai pas compris. Alors, quand je parle de négationnisme, c'est un peu la négation de tout ce qui est occidental, de tout ce qui est... Alors c'est une autre utilisation du concept, mais pourquoi pas. Vous savez, quand un monde vous est imposé, quand vous avez votre vie et qu'un monde vous tombe dessus comme une bombe nucléaire et on vous dit à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que vous fonctionnez, on nie votre identité, on nie votre particularité, on nie votre ontologie, on nie votre vision de la vie. On nie votre économie naturelle, traditionnelle, on nie votre mode de vie sociétal. Le jour où vous décidez de changer et de redevenir vous-même, mais le passage de la domination à l'état d'homme libre est un passage violent. Est-ce que ça ne fait pas de vous un loup solitaire? Le loup solitaire, dire qu'on serait un loup solitaire, c'est si, justement, mon cher frère, l'Occident symbolisait le reste du monde entier. Or, l'Occident n'est qu'une minorité du monde. C'est quelque chose qu'on oublie quand on regarde à l'échelle de l'humanité. L'Occident, on nous dit que les pays du Sud sont le tiers-monde, mais l'Occident, c'est 1/10 du monde par rapport à la globalité du monde et de la majorité de la population mondiale qui est constituée de populations à la peau sombre. Donc, moi, je ne crois pas que s'éloigner de l'Occident, c'est se couper du monde. S'éloigner de l'Occident, c'est s'éloigner de la plantation. C'est violent. À l'époque de l'esclavage, ceux qui quittaient la plantation se retrouvaient dans des sphères que le maître esclavagiste appelait l'état sauvage. Mais ce qu'il appelle l'état sauvage, c'est la vraie vie. C'est la forêt, c'est le rapport à la terre, c'est l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec notre environnement, la science, la connaissance du dépassement. Et je crois que dans cette démarche-là, le Mali va dans le sens de l'autodétermination. C'est un chemin compliqué. Tout est fait pour opposer les différents acteurs de ce combat. Mais j'ai profonde foi
qu'avec les efforts de tout le monde, y compris les nôtres évidemment, d'où notre présence régulière ici, on réussira à faire en sorte que cette révolution puisse imprégner les consciences de tout le monde. Votre cassure, votre sollicitation de cassure avec l'ancien système, est-ce une renaissance ou une reconfection? Si on sait que ce n'est pas à l'âge adulte qu'on renaît. Moi, je crois que la renaissance et la résurrection se fait à n'importe quel moment. Je vais prendre la parabole de l'hôpital et des urgences. Quand vous êtes dans un coma, il faut un électrochoc pour que vous puissiez vous réveiller. L'électrochoc, ça a été d'être dans une logique de tout faire pour dynamiter le processus de la France-Afrique. Sur le terrain militaire, sur le terrain politique, il reste encore, il est vrai, le terrain économique. Sur le terrain du franc CFA, nous travaillons dessus. Mais comme on le disait quand on parle avec les autorités, si le Mali sort seul, c'est un défi. Il faut que ça soit une dynamique collective et c'est un vrai débat qui doit avoir lieu sur ce terrain. Mais c'est une reconstruction et une résurrection. La définition de la révolution, les gens oublient souvent, c'est un mot qui est galvaudé aujourd'hui, tout le monde emploie ce terme sans en connaître le sens. La révolution, c'est revenir aux fondamentaux, c'est revenir à la logique primordiale. C'est déconstruire ce qui a été imposé, ce qui est anormal, pour revenir à ce qui est en adéquation avec le mode de vie sociétal qui permettait l'harmonie de la population avec son environnement. Donc, revenir à nous-mêmes, revenir à la connaissance de nous-mêmes, à la connaissance de notre environnement, à une gestion qui soit en adéquation avec notre paradigme, avec notre réalité, ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité de nos vies liée à notre histoire. Alors, pendant qu'on y est, il y a un leader de la société civile, Doumbi Fakoli, qui a été arrêté parce qu'il prônait le soutien à un mouvement qui est blasphématoire. Si on le compare un peu à vos retours, à nos valeurs sociétales, à nos valeurs culturelles, alors est-ce que ça ne fait pas un savant dosage très dangereux? Je vous remercie infiniment pour votre question. Je pense qu'elle est très importante et je m'attendais, sans qu'on me le dise, à ce que cette question puisse revenir. Parce que je sais que ça fait beaucoup de polémiques ici. Je profite d'ailleurs de votre question, si vous le permettez, pour rendre hommage à quelqu'un qui n'était pas un ami proche. Moi, je suis constant dans ma démarche, dans mon combat politique, qui n'était pas un ami proche, qui n'était pas un copain de chambrée, qui était Jean-Philippe Kalala Omutunde, qui est connu dans le milieu afrocentrique, qui est connu par certains qui sont amoureux de la culture africaine, qui était un chercheur indépendant, qui a tout fait pour valoriser la connaissance. On était en désaccord sur la méthodologie, c'est-à-dire que moi-même, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une valorisation de la tradition africaine, qu'on doit arrêter d'enterrer ce qui est notre racine, on doit la valoriser, la mettre en avant. J'étais en désaccord sur les méthodes, quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Je pense qu'il doit y avoir une méthodologie et un accompagnement sur cette logique-là. Mais n'en demeure pas moins que c'était un grand chercheur, un grand historien. Et j'ai parlé avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tel, mais on a eu cette année la logique de se donner la main, même si nous on était dans le courant politique et lui dans le courant historique, parce qu'on a compris que malgré nos différences, il était important que l'on puisse montrer cette logique d'unité. Donc ça c'est important, je ferme la parenthèse. Pour revenir à Doumbi Fakoli, qui est dans la même école de pensée que le défunt Kalala Omutunde, je ne veux pas mentir, je trouve que l'acte qui consiste à marcher sur un livre qui est une croyance de millions d'Africains, c'est une bêtise sans fond. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair dessus. Et qu'on réussira en tant qu'Africains à revenir à notre paradigme originel, mais en poussant les gens à s'intéresser à notre culture ancestrale, sans donner la sensation que ce qui est leur essence, leur essentiel, leur vision spirituelle, en gros, c'est de la déjection. Si vous êtes dans ça, christianisme ou l'islam, vous êtes des malades mentaux. Dire cela n'est pas sain. Et je pense qu'il doit y avoir une remise en question de la méthodologie de la mouvance kamite sur ces questions. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, parce qu'il faut placer le décor, Doumbi Fakoli est un aîné de 78 ans. Il n'a rien à faire en prison. Je le pense profondément. J'ai des désaccords méthodologiques profonds avec lui. Et je pense que l'erreur de la mouvance kémite, c'est justement cette question
Et je pense que d'ailleurs Kalala Oumutoundé était plus intelligent sur cette méthode-là, c'est qu'il comprenait, même s'il disait les mêmes choses que les autres, mais il comprenait qu'il fallait qu'il y ait plus de recul dans la critique des gens qui étaient dans les religions révélées, etc. Vous comprenez? Moi, je suis traditionnaliste, mais je suis un traditionnaliste qui s'intéresse au soufisme, qui s'intéresse à l'ésotérisme sous toutes ses formes. Je suis plongé dans la métaphysique. Radi Mourassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, sa science me bouleverse. El Hadj Omar El Tidiane, sa science me bouleverse. La métaphysique, c'est la science de l'invisible. C'est la croyance, l'attestation de l'unicité stricte de Dieu. Et je pense que commencer à ranger les Africains dans des cases, tu es musulman, donc tu es aliéné, tu es malade, tu es chrétien, donc tu es aliéné, on ne va pas permettre aux gens de s'intéresser à la tradition primordiale en agissant de cette façon. Donc, si vous me demandez clairement pour Doumbi Fakoli, je ferme la parenthèse dessus en vous disant que, pour moi, il n'a rien à faire en prison. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dans une démarche de solidarité et d'inclusion. Il faut qu'on apprenne le pardon. Je demande aux autorités maliennes, j'en parlerai avec les autorités cette semaine, de faire grâce, de libérer cet aîné. Pour moi, leur démarche est une erreur méthodologique. Sur le terrain de la géopolitique, au moment où le Mali est en train d'affronter le pire colon de l'histoire de la planète, se diviser sur ces questions, pour moi, c'est manquer de stratégie politique. Il faudrait qu'ils le reconnaissent. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'ils le reconnaissent. Mais, je le dis, on a, et je reprends cette phrase de Malcolm X, qui d'ailleurs était musulman, on a cette capacité à se faire la guerre, à ne jamais se pardonner entre nous noirs, entre nous africains ou afrodescendants, mais on est très fort pour pardonner des gens qui nous persécutent à l'extérieur. On a connu l'esclavage partout dans le monde, mais on est très généreux et gentil avec tout le monde. Mais pourquoi on a du mal à se pardonner entre nous? Pardonnons-nous. Je prône la paix. Je souhaite que Doumbi soit libéré. Je le demande vraiment humblement. Et que le Tout-Puissant m'agrée sur cette question-là. Que les autorités l'acceptent. Maintenant, si vous me demandez est-ce que je partage son avis, marcher sur le Coran ou marcher sur la Bible, pour moi, c'est une bêtise. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Aujourd'hui, le Mali est musulman. Le Sénégal, où s'il plaît à Dieu, Ousmane Sonko passera, est musulman. D'accord? Le Burkina Faso, où mon petit frère Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il y a des chrétiens, des musulmans. Si on commence à dire l'Afrique, si elle n'est pas kémite, on ne mène pas le combat, mais on va se faire coloniser pendant des milliers d'années encore avant d'arriver à autre chose. Donc, tenons compte des réalités de chacun. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est ma certitude la plus absolue. Honorons nos ancêtres méritants qui étaient dans cette logique de soumission stricte à l'unicité divine et comprenons que dans nos différences se trouve une richesse. Mais ne manquons pas de respect aux foi de chacun. C'est ce que je crois profondément. Alors, Kémi Séba, nous allons revenir à votre ami, frère. Et comment ça se passe aujourd'hui, la collaboration? Si on sait qu'aujourd'hui, Ben semble être incompris dans certaines prises de position, globalement, qu'est-ce que vous pensez de mouvements et de ces agissements actuels? On m'avait dit que ça serait une interview chargée et musclée. Je concède que ça l'est. Et je vous remercie. Vous faites honneur à votre métier. Vous êtes l'un des meilleurs journalistes. Ce n'est pas une expression, c'est une réalité. Vous savez, un ami, c'est celui qui est avec vous quand ça va bien et quand ça va mal. S'il est avec vous que quand ça va bien, ce n'est pas un ami, c'est un opportuniste. Ben est mon petit frère, mon ami, un des meilleurs militants africains que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je vois des gens qui disent qu'il est motivé par l'argent, etc. Ben a fait baisser son salaire. Je connais très peu de gens qui auraient été capables de le faire. Ben passe son temps, le peu d'argent qu'il a, à le dispatcher, je le vois à chaque fois que je suis ici, aux gens. Il ne le fait pas parce que je suis là, il le fait parce que c'est son habitude. Maintenant, dans le processus révolutionnaire, et ça c'est quelque chose qui est valable partout, c'est un processus collectif. La révolution n'est jamais monolithique. C'est diverses tendances qui s'unissent vers un même objectif. Il a fallu qu'il y ait la convergence entre les forces militaires, Assimi Goïta, mon cher frère, Sadio Kamara, mon très cher frère, et les autres, associés à la société civile et au mouvement Yerewolo, dont l'un des co-porte-parole est le représentant de l'ONG Agence panafricaniste Bassaro Silla, au Mali. Il a fallu qu'il y ait cette convergence de forces pour qu'il y ait cette transition. Maintenant, dans cette transition, certains arrivent dans la sphère de décision du pouvoir, et puis il y en a d'autres qui restent dans la société civile. C'est toujours comme ça partout. Les gens s'attendent à ce que quand il y a le combat au départ, que ce combat-là, quand il continue,
eh bien que ça puisse toujours fonctionner en équipe. Parfois, il y a des déceptions. Je ne parle pas de Ben en tant que tel, parce que Ben, lui, ce n'est pas son problème. Il avance contrairement à ce qui est dit. Parfois, il y a des déceptions, parfois, il y a des incompréhensions. Et en face, il y a le colon français, le néocolonialisme français. Je ne parle pas de tous les Français ne sont pas mauvais, mais l'oligarchie française, et son allié, son proxy, qui est le gouvernement ivoirien, de Alassane Dramane Ouattara, qui lui voit que parfois il y a pas de communication intégrale. Parfois le message ne passe pas globalement. Parfois la communication entre les différents partis ne passe pas. Et donc ils accentuent sur ces tentatives de division. Et aujourd'hui, parce que Ben a émis certaines réflexions en disant qu'il faut faire attention sur ceci ou cela, certains, à tort ou à raison, ont décidé de prendre Ben en grippe en disant que Ben, c'est quelqu'un qui peut être un ennemi pour le régime. Ben, ce n'est pas un ennemi pour le régime. Le jour où il sera un ennemi pour le régime, il verra que moi, je serai, parce que toujours son frère et son ami jusqu'à ma tombe, je lui dirais, mon frère, ne sois pas un ennemi contre le régime. C'est un projet qui dépasse le cap du Mali. Mais il n'est pas dans cette démarche-là. Il accompagne le régime avec des critiques constructives. Ceux qui sont contre lui, parfois sans les autorités, certains doivent comprendre qu'il n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le terrorisme qui est en train de désintégrer ce pays. L'ennemi, c'est le colon français qui veut détruire ce pays. Ce n'est pas Ben. Et ceux qui disent que Ben, c'est quelqu'un qui est attaché, qui est omnibulé par l'argent, sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire qui montreraient à quel point Ben, c'est quelqu'un qui pense à tout le monde à l'exception de lui-même. Je ne le ferai pas parce que je respecte, par pudeur, je respecte sa dignité. Je sais qu'il y a des choses, ça le gênerait si les gens savaient à quel point il se cède pour les autres. Donc non, Ben n'est pas celui qu'on dit qu'il est actuellement. Alors Kémy, à notre précédent entretien, on avait parlé du Burkina. Les lignes semblent avoir bougé, un changement de régime. Un jeune, il a beaucoup contribué. Voilà, un jeune arrive à la personne d'Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement et de ses motivations? Moi, je pense que chaque révolution ou chaque prise de pouvoir, c'est comme un conducteur qui monte dans le bus, qui prend le volant et qui dirige le bus là où il le veut. À la seconde où les passagers du bus estiment que le conducteur du bus il part dans une direction qui n'est pas en adéquation avec les panneaux qui indiquent le chemin, il est tout à fait du devoir des passagers du bus de dire on va désormais prendre le volant et chasser le conducteur qui n'était pas en adéquation avec ce qui se devait d'être fait. Damiba, à un moment donné, est sorti du chemin. Damiba fait preuve d'une arrogance incroyable vis-à-vis de la population. Certains disent que c'est parce qu'il n'était pas avec la Russie que... Moi, je vais être très clair. L'Afrique ne sera sauvée que par elle-même. Que Ibrahim Traoré travaille avec les Russes ou ne travaille pas avec les Russes, ce n'est pas ma préoccupation. Mais il faut qu'on respecte la population. Il faut qu'on avance avec la population. Le petit frère Ibrahim Traoré a tenu un discours récemment devant les responsables de la société civile. Ça fait des années qu'on n'avait pas entendu au sein du Burkina Faso quelqu'un parler autant avec le cœur, en disant les vrais problèmes. Parce que comme je le dis toujours, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que parce qu'elle est rongée de l'intérieur. C'est en substance ce qu'il a dit, c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est ce qu'il a dit il y a 2 jours. Donc, la direction qui est prise est une direction que nous allons accompagner, que nous accompagnons et que nous allons accompagner le plus possible. On n'est pas dans une bipolarité Russie-France. J'ai envie de vous dire que ce sont des détails de l'histoire. La France n'est pas un détail. La France est l'ennemi politique et nous combattrons l'oligarchie française. Pas les Français, mais l'oligarchie française. Alors, Kémy, je termine parce que c'est très important, mon cher frère. Mais le chantage à s'il est avec la Russie, c'est bon, s'il n'est pas avec la Russie, il saute. Il faut qu'on arrête ça. Très important. Il faut que les gens arrêtent ça. Et de la même façon, je le disais depuis des années, certains disaient, ils ne comprenaient pas, le drapeau russe, en guise de contestation contre l'impérialisme occidental, pourquoi pas? Mais je l'ai toujours dit, j'ai vu que Ousmane Sonko l'a dit récemment, très bien, on le dit depuis 2 ans, voire 3 ans. Le premier drapeau qui doit être mis en avant, c'est le drapeau de nos pays. Et à la limite, le drapeau rouge, noir, vert du panafricanisme. Avant la Russie. Alors, Kémy Séba, parlons de Russie. On voit ces derniers temps, et à charge ou à décharge, votre connivence dangereuse avec les idées russes. Dangereuse selon qui? Voilà, et parce que vous combattez la France, et vous combattez l'Occident, et la Russie qui fait une entrée fracassante, circonstancielle, bien sûr, à volonté.
vous voit soudainement à Moscou. Oh, ça fait des années que je vais à Alors, Moscou, que je vais à Cuba, que je vais... est-ce une visite impromptue? Ou bien une alliance contre nature qui prend chemin ou qui prend terreau à partir de cette visite? Ah, mon frère, je vous aime beaucoup. Vous savez, je vais en Russie depuis des années, mais ce n'est pas le pays où je vais le plus. Je vais plus en dehors d'Afrique, hein, parce que c'est l'Afrique mon terrain de prédilection. Mais comme on a fait partie des premiers qui ont, je pense, initié au sein de l'esprit de la nouvelle génération la géostratégie, la géopolitique, on a compris très rapidement que quand vous luttez contre un adversaire, il faut être capable de cartographier le monde et de voir les diverses forces en présence et de voir de quelle manière vous pouvez tisser des alliances qui peuvent vous permettre d'être beaucoup plus fort dans la logique de résister. De là à être agent de KGB, c'est... KGB, et si vous avez écouté mon discours, vous avez écouté mon discours à Moscou, je ne connais pas de Noirs, y compris les présidents africains qui, lorsqu'ils vont en Russie, vont en mendiant. Le discours que j'ai tenu à Moscou a choqué les Russes. Parce que j'ai dit que moi, je ne ferai d'Atalakou à personne. J'ai dit que si les Russes font ce que la France a fait, nous ferons la guerre à la Russie. Vous avez déjà vu Mbalo, comment il s'appelle, le président Mbalo de Guinée. Oumarou oui, appelez-le comme vous voulez. Ou Macky, quand il va en Russie, est-ce qu'il est capable de tenir les discours que j'ai tenus aux Russes? Je pense qu'il faut que chacun puisse voir, il a battu des records sur les réseaux sociaux, mais je pense que ceux qui ne l'ont pas vu doivent le voir. Je ne connais pas d'Africains, de figures politiques africaines sur la place, sur la scène internationale, qui parlent aux Russes comme je leur ai parlé. À part dans un autre ordre d'idée, dans un autre angle, ma sœur Nathalie Yamb, qu'on soit très clair. Donc ceux qui me disent que Kémy travaille avec les Russes, moi je suis dans une logique historique. Ceux qui ont aidé les mouvements d'indépendance, de la première phase d'indépendance dans les années 60, c'était l'Union soviétique, ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis, même si les États-Unis, à un certain moment, ont fait semblant d'être aussi un partenaire potentiel pour les nations émergentes, indépendantes, post-indépendance. La Russie veut se placer, on est dans une logique de multipolarité. Et tous ceux qui s'opposent, auparavant c'était la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, aujourd'hui il n'y a plus cette histoire-là. Aujourd'hui c'est l'Occident contre ceux qui leur résistent. Et moi je ne suis pas dans l'axe de l'Occident. Je suis dans l'axe de ceux qui sont dans la démarche de l'enracinement, dans la défense de leur identité, dans la défense de leur paradigme, dans la défense de leur souveraineté. Vous comprenez, mon cher frère? Et donc, qui font de la résistance. Et donc, les Russes, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, sont le plus gros caillou. Avec, dans un autre ordre d'idée, le gouvernement iranien, le gouvernement cubain et vénézuélien, et la Chine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je ne suis pas amoureux de ces nations que je viens de vous citer. Très sincèrement, en Russie, il y a du racisme. Moi, quand j'y vais, je suis traité en VIP, mais je sais très bien comment mes semblables vivent aussi la discrimination là-bas. Il faut le dire. Moi, il n'y a personne qui peut m'empêcher d'être un homme libre. Je ne suis pas naïf. Les Russes nous ont accompagnés dans la lutte contre le colonialisme et pour l'indépendance. J'ai la mémoire longue, ma mémoire c'est une boîte noire. Mais les Russes ne seront jamais, écoutez-moi bien dans les yeux, les messies des Africains. Et si les Africains étaient capables de s'unir de A à Z, on est 54 États. Le terrorisme, si les 54 États donnaient tous des soldats pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme, vous pensez qu'on serait obligé d'aller à Moscou? Jamais de la vie. Mais le problème, c'est que chacun pense en fonction de son agenda égoïste et n'est pas dans une démarche de solidarité. Et c'est ce qui fait que nous sommes obligés d'amplifier le processus des géostratégies. Mais je le dis, je le répète, les Russes ne seront jamais nos messies. Je vous le dis les yeux dans les yeux, que ça plaise ou pas. Le forum, le discours que j'ai tenu à Moscou dont vous parlez, j'étais l'invité d'honneur du forum Afrique-Russie. Parce que les Russes ont compris quand même une chose. Ils ont compris qu'il est important qu'ils puissent tisser dialogue avec les figures les plus influentes du panafricanisme aujourd'hui. Ils ont compris. C'est logique. Et donc je suis parti là-bas, mais je suis parti là-bas en disant nos vérités. Et en disant que s'ils ne respectent pas, que ce soit nos diasporas qui sont installés là-bas, qui vivent la discrimination, s'ils ne respectent pas le processus de souveraineté, parce qu'en effet, il y a des partenariats militaires, politiques qui sont placés. Mais dans le cadre de ces partenariats, évidemment, ils ont accès à des mines, ils ont accès à... Nous disons, il faut que ce soit du donnant-donnant. Si on reprend le processus de la prédation de la France, nous combattrons ces gens. Pour l'instant, on n'est pas dans cette logique-là. Alors, vous êtes également parti du côté de l'Orient. Et là aussi, quelle est la motivation de ces déplacements? Mon cher frère, je parle de géopolitique. La géostratégie, c'est sortir de son village et de comprendre que le monde est interconnecté.
de comprendre la science, la leçon numéro 1 en géostratégie qui est l'effet papillon. Ce qui se passe à des millions de kilomètres peut avoir des répercussions sur ce qui se passe dans vos vies si vous n'êtes pas capable d'être dans une logique prospectiviste. Ce qui se passe au Moyen-Orient en termes de terrorisme, qu'on appelle à France 24 ou à BBC le djihadisme, de manière très impropre, une terminologie occidentale, alors que le djihad, d'après ce que les gens musulmans disent, c'est l'effort suprême, la guerre suprême, surtout contre soi au commencement, à la base. D'accord ? Dans cette logique-là, ce qu'ils vivent en termes de terrorisme, si on s'était beaucoup plus penché, si on s'était beaucoup plus penché sur cette réalité, je peux vous assurer qu'on aurait beaucoup plus anticipé ce qui se passe notamment au Sahel. Donc aller au Proche-Orient, dans des pays qui résistent à cette guerre menée par l'oligarchie d'Occident et son proxy qui est l'État colonialiste israélien, je peux vous assurer que ça nous permet d'avoir une vision des choses à long terme sur ce qui se passe et à moyen terme sur ce qui se passe. Mais Kémy, c'est ces gens également qui financent le djihadisme. Mais non, moi j'aime bien quand on fait de la géostratégie qu'on soit précis. Le djihadisme c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. C'est des pays d'Orient, mais moi j'étais ni au Qatar ni en Arabie Saoudite. J'ai été voir les responsables du Hezbollah. Le Hezbollah ne finance pas le djihadisme ou le terrorisme. Il faut qu'on fasse de la géopolitique sérieuse. Ils luttent, c'est la seule organisation au Moyen-Orient qui lutte contre le colonialisme occidental et son proxy qui est Israël. Premier point. C'est la seule organisation au Moyen-Orient et au Proche-Orient, avec l'État iranien, avec les Houthis au Yémen et avec Bachar al-Assad en Syrie, qui lutte contre le djihadisme. Mais qui faut le terrorisme comme moyen de combat. C'est quoi le terrorisme ? Ben justement, si passer par Nelson Mandela a été qualifié de terroriste. Les mêmes qui qualifiaient Nelson Mandela de terroriste, les mêmes qui qualifient le Frélimo de terrorisme, les mêmes qui qualifient le FLN de terrorisme, sont ceux qui taxent aujourd'hui, en l'occurrence le gouvernement israélien et l'oligarchie occidentale, dont Macron, Biden, etc., ce sont ceux qui qualifient le Hezbollah de terroriste. Moi, j'ai vu les responsables du Hezbollah, ce n'est pas des terroristes. Ce sont des gens qui se battent pour la souveraineté de leur population. Et je leur ai dit par la même occasion, parce que je suis noir avant toute chose et africain avant toute chose, je leur ai dit que je suis respectueux et admiratif, comme ils ont dit qu'ils étaient admiratifs du combat que nous menons pour notre souveraineté. Je suis respectueux et admiratif de leur lutte contre le colonialisme. Mais dans le même temps, il est important qu'au Moyen-Orient, ils fassent un effort pour la lutte contre la négrophobie. Parce qu'il y a beaucoup de racisme là-bas. Et donc, il faut être capable de le dire aussi. Et je n'oublie pas, je ne menace jamais les gens. Je dis toujours les choses telles que je les pense, à un endroit comme à un autre. Alors, M. Kémy Séba, ici, on revenait sur l'objet de votre visite à Bamako actuellement, parce qu'à chaque fois que vous passez, c'est bien sûr sous une thématique bien déterminée. Voilà. Bien évidemment. Donc là, on est venu inaugurer en tout cas, consolider et avancer dans l'accélération de notre nouveau siège de l'ONG Urgence panafricaniste. Les bureaux internationaux donc, seront basés ici, d'accord, à Bamako. On a le local, on est en train de le retaper. On espère que par la grâce de Dieu d'ici... Pourquoi ce choix ? Parce que Bamako est la capitale aujourd'hui du panafricanisme. Il faut qu'on se le dise de manière très simple. C'est aujourd'hui l'endroit où il y a une concentration des forces dans la logique de la résistance au néocolonialisme. C'est une réalité. Avec ses réussites, avec ses échecs, mais Bamako est une ville qui symbolise quelque chose comme Alger, dans les années 60, symbolisait quelque chose. Et donc, vous ne rendez pas un peu difficile cette situation du Mali en stigmatisant davantage Bamako, capitale du panafricanisme, si on sait qu'il n'est pas très bien aimé par ces décideurs-là, du monde entier. Mais les décideurs du monde entier ne sont pas considérés comme des décideurs par les masses. Les masses, partout où je vais dans le monde, quand je parle de Bamako, Bamako touche les gens. Il faut qu'on le dise. Bamako touche les gens. Bamako est une ville qui symbolise la résistance. Pendant des années, les Maliens étaient moqués à l'extérieur. Pendant des années, les Maliens étaient méprisés à l'extérieur. Aujourd'hui, le Mali suscite le respect partout. Et ça me rappelle un passage spirituel qui dit que Dieu ressuscite qui il veut, redonne la vie à qui il veut. Ça a du sens pour moi. Le Mali était humilié. Aujourd'hui, le Mali est une boussole pour la résistance africaine. Ça doit rappeler chacun l'humilité. La Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien qui se présentait, croyait être le pays le plus puissant d'Afrique, etc., est aujourd'hui vu par les masses africaines comme le gouvernement le plus corrompu, le régime de la plus grande trahison africaine. Vous comprenez ? Et le Mali, qui est censé être un pays qu'il disait être pauvre alors que c'est un pays très riche, eh bien, on sait que le Malien aujourd'hui, être malien, c'est être africain et fier.
ça doit donner matière à réflexion. Kémy Séba, est-ce que vous ne contribuez pas à créer le sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest? On me l'a déjà fait, ça, mon cher frère. Déjà, je passe mon temps à faire la différence, je ne suis pas obligé de le faire, je pense que je suis l'un des seuls à le faire, entre le prolétariat français et l'élite française. Je connais très peu de gens qui le font, parce que je sais que le prolétariat français est attaqué par la même oligarchie qui nous attaque. Une oligarchie française, le néolibéralisme le plus putréfié, qui asphyxie les peuples et qui veut les uniformiser dans sa logique du globalisme en tant que tel. Donc, par rapport à cette situation, nous nous attaquons aux élites. L'élite française, pour moi, est coupable de crimes contre l'humanité et devra payer. Et je contribue volontairement à faire reculer l'hégémonie française en Afrique francophone. Mais la seule chose que je veux, c'est la souveraineté de notre peuple. Et je dis à tout le monde, aux Russes, aux Chinois et à tous les autres, qui peuvent être pour certains des partenaires géostratégiques avec notre organisation. Partenaires, oui, mais vous ne serez jamais les patrons. Le seul patron de l'Afrique, ça doit être l'Africain et l'Africaine eux-mêmes. Merci bien, monsieur Kémy Séba. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je pense qu'on se retrouvera une autre fois sur ce plateau. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir été constant à écouter et à regarder monsieur Kémy Séba, qui était notre invité du jour. Je vous rappelle qu'il est le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Et à cet effet, il était avec nous sur ce plateau de Mali Online pour échanger à bâton rompu. Mesdames, messieurs, oui, vous voulez un mot de la fin? On a un programme d'action sociale qu'on appelle l'ALODO, qui est un programme de justice sociale pour aider les populations les plus précarisées. Donc on sera dans la banlieue de Bamako pour aider aussi les populations les plus paupérisées cette semaine, comme on essaie de le faire le plus longtemps possible, le plus régulièrement possible. C'est tout pour Mali Online d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous étiez sur la plateforme digitale d'information générale Mali Online, émettant de Bamako vers l'étranger, l'étranger vers Bamako. Et ensemble, chaque fois pour une édition fixée pour la mémoire collective, les idées les plus intéressantes, en débat à bâton rompu. Mesdames, messieurs, merci. À la prochaine, Inch'Allah.